On arrive, entre guillemets, en fin de parcours. Voilà. Et donc ça nous oblige, toutes nos associations, parce qu'avant c'était relativement facile, il y avait des témoins qui nous accompagnaient, c'est eux qui parlaient. Et maintenant on a une grosse difficulté, c'est qu'on ne peut pas être le témoin du témoin, parce qu'on commence à déformer l'histoire. Et donc il faut inventer des choses pour faire découvrir et passer la mémoire. Des fois, on découvre des choses un peu particulièrement. C'était dans le lycée Saint-Ex sur la Croix-Rousse. Bon, on travaillait avec une prof depuis plusieurs années d'histoire et qui a pu entraîner presque toutes les profs d'histoire parce que on a une maquette qui a été faite par des gens. Et puis, on s'est dit, avec la maquette, on peut peut-être faire une visite avec du laser, voilà ce qui se passait là. Mais c'est une maquette de quoi, Jean? Une maquette qui fait à peu près 5 mètres sur 2, qui est le camp de Buchenwald. D'accord. Et là, on explique ce qui s'est passé. Et là, on ne devient pas un témoin, on explique ce qui se passe. Donc on montre où était Stéphane Hessel, comment quelques heures avant que l'armée américaine arrive à Buchenwald, comment la résistance je crois qu'il y avait 40 nations, ont pris le camp. Et de façon remarquable, les SS qui étaient là, ils n'ont pas été assassinés par les déportés. Parce que je pense qu'ils auraient eu très envie de le faire, mais ils ont compris qu'il ne fallait pas faire la même chose qu'eux. Et je trouve que c'est des leçons extraordinaires. Et la maquette permet de faire ça. Après, le prof continue dessus. Et puis, voilà, il y a plein de moments. Maintenant, on pourrait rajouter, parce que le fait d'être obligé de travailler sur les enfants et les ados pendant cette guerre, on s'est aperçu qu'à Buchenwald, en fait, la résistance avait créé clandestinement, dans le premier temps non clandestinement, mais après clandestinement, une école de ces ados. Et, voilà. Et je trouve ça, voilà, et ça a échappé à beaucoup de gens. Alors que, à mon avis, il faut mettre le projecteur. Voilà, et puis la résistance, surtout après les marches de la mort qui arrivaient en partie à Buchenwald, où il y a eu beaucoup d'enfants, la résistance a demandé à chaque nationalité de protéger un nombre d'enfants. Voilà. Alors, protéger, ça voulait dire trouver un peu plus à manger, éviter que les gens qui voulaient faire des expériences sexuelles sur les enfants, de les empêcher, que ce soit nazis ou déportés, parce que ça existait des deux côtés. Voilà, donc c'est un travail extraordinaire, quoi, enfin, voilà, et d'humanité qu'on peut montrer, quoi. Et puis ça montre la résistance, voilà. Même à Auschwitz, il y avait une école. Ouais. Il y avait un bloc pour les enfants et il y avait une école. Donc il y avait des adultes qui étaient responsables de ce bloc et qui apprenaient à lire, écrire, compter aux enfants. Et à Auschwitz, il y avait même des livres. C'était pas connu des Allemands, c'était caché. Mais il y avait 8 livres à Auschwitz dans le bloc des enfants. Voilà. Et donc c'était une jeune fille qui était en charge de conserver ces livres, de les cacher et de faire en sorte qu'ils ne soient pas trouvés. Donc elle a raconté son histoire après. Et elle faisait apprendre des passages entiers aux adultes du bloc pour que les livres puissent continuer à vivre en fait. Voilà. Et aussi moi ce que je trouve... je me fais pas trop de soucis pour la mémoire et la disparition des témoins parce que cette guerre de 39-45, elle n'a pas fini de livrer la totalité de ces témoignages, que ça soit photographique, filmé, des films, les récits, les choses comme ça, c'est foisonnant, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc je me fais pas trop de soucis. Après, ce qui peut être dommageable, c'est l'interprétation qu'on en fait éventuellement,
Mais un fait, ça reste un fait et on a ce qu'il faut pour le prouver. Donc, je pense que la mémoire, elle peut vivre même si les témoins sont partis. L'interview de Stéphane Hessel à l'école Anatole France, elle a été filmée. L'interview téléphonique de Jean Ferrat, elle a été enregistrée. Donc ces témoignages-là, ils sont factuels et à moins qu'on enlève toutes les traces, à moins qu'on détruise tous les supports, ça reste. Ça reste. Donc moi, je me fais pas trop de soucis. Mais je saisis peut-être pas les mêmes enjeux que toi, je suis pas... J'ai des sensibilités. Dans nos associations, je suis une personne un peu à part. Chacun a ses sensibilités. Voilà. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés. C'est grâce à Marie-Claude, l'épouse de Maurice Luat, parce que pour moi, c'était pas possible de rentrer dans un camp, parce que je me sentais voyeur. Et donc pendant 20 ans, j'ai refusé de faire ça. Et c'est Maurice Luat et Marie-Claude qui m'ont dit non, il faut que tu fasses ça, parce qu'après, quand on sera plus là, il faut que quand même il y a des gens qui connaissent des choses. Et puis j'ai commencé, et j'ai lu un livre que j'avais acheté, j'ai recommencé, j'allais pas plus loin que 3 pages, j'y arrivais pas sur la déportation. Et puis après, j'ai commencé à les lire parce que ça avait un sens. J'étais plus le voyeur, mais celui qui allait avec d'autres expliquer ce qui s'est passé. Voilà. Et donc ça change complètement les choses. Et je dois dire que le travail fabuleux des chercheurs de l'histoire a amené des documents, etc. Alors, quand je lis des livres, il y a des gens qui ont travaillé presque toute leur vie pour qu'il y ait une série de faits qui soient restés en mémoire. Et quelque part, on n'a pas le droit de les laisser tomber, quoi. Ils ont fait un travail extraordinaire. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, on est capable d'aller un peu plus loin, mais parce qu'il y a eu tout un travail avant. Voilà. Et des témoins, des déportés, des résistants et des chercheurs. Voilà. Et je me dis qu'à chaque fois qu'on baisse les budgets dans ce domaine-là, on tue la mémoire quelque part. Donc voilà. C'est plus ça qui est problématique, Jean, en fait. C'est les moyens qui sont alloués au passage de la mémoire.